Bonjour à tous, donc c'est à moi que revient la lourde tâche de commencer cette journée d'études. Je vais essayer de faire mon mieux pour pas vous endormir et pour pas plomber l'ambiance, comme je le disais tout à l'heure à Joachim et Alexandre, parce qu'effectivement, j'espère que vous allez être très à l'écoute de nos trois guest stars aujourd'hui, donc Joachim Schauffel, Alexandre Serre et Agnès Robin. Je me permets effectivement de me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Hans Zillars, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, rattaché au sein du département information et documentation de l'université Paul Valéry et rattaché également au laboratoire de recherche LERA CERIC. Effectivement, comme le disait Lise, à juste titre, ça fait maintenant quelques années que je travaille sur les questions d'open access. Je me suis rendu compte au mois de septembre, effectivement, que ça faisait 10 ans. Donc, effectivement, ça ne me rajeunit pas. Je me permets, avant de commencer, de mentionner très rapidement deux sites que j'anime. Donc, le site Infodoc Microveille, qui peut vous intéresser parce que c'est un projet de veille scientifique centré sur mes axes de recherche, donc l'open access, la science ouverte et la communication scientifique de manière plus générale. Et d'ailleurs, toutes les ressources qui sont mises à disposition sur ce site-là sont des ressources gratuites ou en libre accès. Et enfin aussi le carnet de recherche d'Hélice. C'est un carnet de recherche collaboratif dédié aux transformations numériques dans le domaine des sciences de l'information et de bibliothèque. Donc on met en avant à la fois la réflexion des chercheurs, mais aussi la réflexion des professionnels de l'information. Donc effectivement, cette intervention s'intitule La science ouverte ou la science aussi ouverte que possible, mais aussi fermée que nécessaire. On va en parler longuement. C'est une citation, c'est une formulation que j'ai trouvée dans le texte réglementaire européen, que j'ai décidé de reprendre ici, parce qu'elle nous permet de nous interroger, de réfléchir sur deux choses. La première chose, ça va nous amener à réfléchir sur le périmètre et les définitions même de la notion de science ouverte. Il n'y a pas de consensus sur cette notion-là. Cette notion varie, est définie très différemment selon les acteurs et les communautés de chercheurs impliqués. Et puis aussi, la notion d'ouverture, openness, nous interroge également, parce qu'effectivement, comme on va le voir, il y a des degrés d'openness différents. Hein. Il y a des sciences ouvertes, plus ouvertes que d'autres. Hein. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble sur ces deux aspects-là. Mon plan d'intervention, comme vous pouvez le voir, est assez simple. J'ai privilégié une intervention en deux parties. Donc, dans un premier temps, on va essayer de dresser un panorama des préconisations politiques en faveur de la science ouverte. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer de réfléchir et de nous interroger sur les limites de ces politiques-là, hein, et notamment à travers le cas de la brevetabilité des résultats de recherche issus du fonds public. Donc effectivement, on va donc commencer. Donc il y a des politiques volontaristes fortes en ce moment en faveur de la science ouverte. L'actualité 2018 est une actualité vive. Hein. Et pour commencer, je voulais m'appuyer sur cet entretien, sur cette interview de Robert John Smith, qui est aujourd'hui délégué sur les questions de l'open access par l'Union européenne, la Commission européenne plus précisément. Voici ce qu'on peut lire par exemple dans cet entretien, et vous allez admirer mon accent anglais. Open access will help to have more and faster innovations, to have quicker solutions to the problems we are facing and to allow further research to be carried out. Donc effectivement, l'open access, et c'est pas nouveau, est ici considéré comme un vecteur de créativité et d'innovation. Hein, d'où aussi le caractère d'urgence. Hein, donc, il insiste bien, must become a reality, parce qu'effectivement, on est dans une période de croissance un peu molle, donc il faut trouver de nouveaux paradigmes pour stimuler la croissance et l'innovation.
On peut aussi se demander pourquoi en fait il insiste tellement sur ce volet-là, parce qu'effectivement la politique en faveur de l'open access n'est pas nouvelle, elle date du 7e programme cadre, dans lequel, durant lequel les chercheurs bénéficiant de fonds européens devaient déjà assurer un libre accès aux résultats de leur recherche. Donc c'est pas nouveau. Mais néanmoins, effectivement, ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est en fait, bonjour, c'est la force de frappe des politiques européennes. Effectivement, au moment où les préconisations européennes dans le cadre du programme 7e cadre étaient sorties, eh bien, l'actualité a été très vive en France et il y a eu beaucoup de débats sur les questions de l'open access à ce moment-là en France. De même, par exemple, on va parler aussi beaucoup aujourd'hui de données de la recherche. Jusqu'à récemment, en fait, à part quelques communautés scientifiques qui avaient lancé des initiatives, à part quelques revues qui avaient adopté une politique éditoriale en faveur de données de la recherche, personne, en fait, ou très peu de personnes parlaient de données de la recherche. Et c'est vrai que c'est vraiment l'Union européenne, la Commission européenne qui a donné cette impulsion-là. Et ça effectivement, ça depuis donc l'horizon 2020 à travers l'Open Research Data Pilots. Donc ces préconisations en faveur de l'open access et des sciences ouvertes ne sont pas nouvelles. Néanmoins, voilà, M. Smith insiste sur la nécessité que l'open access devienne une réalité aujourd'hui. Autre fait intéressant, et ça on va le retrouver aussi dans le plan S dont je vais reparler brièvement plus tard, effectivement il y a cette volonté maintenant de sortir du modèle économique traditionnel, donc le lecteur-payeur, et aussi l'open access hybride. Donc il y a vraiment cette forte volonté maintenant de dire ça suffit, il faut transformer l'ensemble de l'édition scientifique. Puis aussi, must become a reality, parce que effectivement, si l'Union européenne a mis en place des politiques en faveur de l'open access à travers ses programmes cadres de recherche, ce n'était pas forcément le cas des agences nationales de financement de l'ensemble des États membres, hein, donc ils n'avaient pas encore implanté des politiques similaires. Donc, d'où le fait qu'il insiste là-dessus que les agences nationales de financement de recherche doivent également mettre en place des politiques similaires. Et enfin aussi, ça c'est intéressant, en fait, effectivement, comme je disais, l'open access est obligatoire pour les chercheurs qui bénéficient de fonds européens. Néanmoins, en fait, selon lui, il y a seulement 67% des chercheurs qui jouent le jeu. D'où effectivement aussi sa préconisation. Il propose aussi la mise en place des sanctions financières vis-à-vis des chercheurs qui ne joueraient pas le jeu de l'open access. Quelques mois plus tard, en France, on a tout le monde a appris au début du mois de juillet le plan annoncé par Mme Frédérique Vidal, donc le plan national en faveur de la science ouverte. Hein. L'objectif est la même chose, donc d'atteindre à terme 100% de publications scientifiques françaises en accès ouvert. Elle définit la science ouverte dans son plan d'action comme une diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. On va revenir sur cette définition-là plus tard, elle est vraiment intéressante à garder à l'esprit. Hein. Donc, la science ouverte est ici définie comme une diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. L'objectif, effectivement, c'est un peu de maximiser le retour sur investissement. Maximiser le retour sur investissement de fonds publics. Hein. Donc, il est logique que les subventions publiques soient accompagnées d'une mise à disposition des résultats de la recherche. L'objectif est également de construire un écosystème dans lequel la science est plus cumulative, plus fortement étayée par les données, plus transparente et plus rapide et d'accès plus universel. Autre phrase intéressante sur laquelle on va longuement revenir après, hein, c'est non seulement
la science ouverte encourage les avancées scientifiques, mais elle encourage également l'innovation. Et enfin, effectivement, elle considère aussi que la science ouverte constitue un levier pour l'intégrité scientifique. Donc, effectivement, les thèmes de l'intégrité scientifique, les thèmes éthiques sont vraiment devenus des thèmes majeurs. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de journées d'études sur ce sujet-là. Effectivement, la science ouverte, à travers cette possibilité de reproductibilité des résultats de la recherche, peut être un garant d'intégrité scientifique, en théorie. Je vous propose de revenir effectivement à la recommandation de l'Union européenne d'avril 2018 relative à l'accès aux informations scientifiques à leur conservation. Donc, cette recommandation date de 2018. Cette recommandation précise les politiques de libre accès visent à fournir un accès gratuit de manière ouverte et non discriminatoire aux publications scientifiques et aux données de la recherche, de manière à en permettre à la fois l'utilisation, mais aussi la réutilisation. Au niveau des publications scientifiques, ce qui est privilégié très clairement, c'est un accès immédiat, hein, c'est un libre accès immédiat aux publications scientifiques, tout en permettant également une période d'embargo, hein, donc une petite période d'embargo de 6 mois pour les sciences STM et une période d'embargo de 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Pour les données de la recherche, ça va s'accompagner et je pense que Joachim et Alexandre vont longuement parler aujourd'hui. Ça s'accompagne également de plans de gestion de données. Hein, donc, autrement dit, les chercheurs doivent élaborer une politique vis-à-vis de données qu'ils vont mobiliser dans le cadre de leur recherche, mais également une politique vis-à-vis de données qui sont générées suite au protocole de recherche. Hein, politique de données qui doit respecter les fair data, ce qu'on appelle les fair data, donc de données libres, faciles à trouver, de données accessibles, de données interopérables et de données réutilisables. Mais voilà, sur ce volet-là, j'insiste pas plus longtemps parce que je pense que Joachim et Alexandre aborderont ce volet plus longuement aujourd'hui. Dans le cadre du plan national pour la science ouverte, donc quelques mois plus tard, hein, donc là, la recommandation date d'avril 2018, le plan national pour la science ouverte date du début du mois de juillet. Donc là, on voit bien, comme je disais, la force de frappe des politiques européennes, hein, l'impulsion qui est donnée. Dans ce plan, la science est définie comme un bien commun qui doit être partagé le plus largement possible. Pour le moment, en fait, sur ce plan national science ouverte, il y a eu un certain nombre d'effets d'annonce. Pour le moment, on ne sait pas encore concrètement comment ces mesures et ces axes prioritaires vont mise en application concrètement sur le terrain. Hein. Donc, ça reste à voir. J'ai isolé quelques mesures qui me semblaient importantes. Par exemple, effectivement, rendre obligatoire la publication en accès ouvert des articles et livres issus de recherches financées par appel d'offres sur fonds publics. Là, ici, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans le cadre de la République numérique, est seulement pris en compte les articles et les revues scientifiques. Et là, à travers ce plan national pour la science ouverte, Madame Frédérique Vidal a décidé d'élargir un peu les périmètres et de prendre également en compte les ouvrages et les chapitres d'ouvrages. Le soutien au développement de l'archive ouverte nationale s'inscrit tout simplement dans la continuité de politiques antérieures. Autre mesure, effectivement, comme on l'a dit, rendre obligatoire la diffusion ouverte de données de recherche issues de programmes financés par appel à projets sur fonds publics. Hein, donc, non seulement il faut assurer un libre accès aux publications, mais également aux données. Autre mesure
aux priorités importantes, créer les conditions et promouvoir l'adoption d'une politique donnée ouverte associée aux articles publiés par les chercheurs. Là, pour le moment, on ne sait pas encore concrètement comment ça va être mis en œuvre sur le terrain. De même qu'effectivement, au-delà de l'effet d'annonce, transformer les pratiques quotidiennes scientifiques, voilà, on ne sait pas encore concrètement quelles mesures vont être prônées. Donc, il y a encore, voilà, pour résumer, il y a encore beaucoup d'incertitudes, hein, enfin, pas d'incertitudes, en tout cas, beaucoup d'inconnus sur ce plan national de la science ouverte. Hein. Autre fait intéressant sur lequel j'attire votre attention, effectivement, comme je disais tout à l'heure, dans ce plan national, il est souligné que la science ouverte favorise non seulement les avancées scientifiques, mais aussi l'innovation, ainsi que les progrès économiques et sociaux. Hein. Et pourquoi je me permets d'insister sur ce point-là, parce qu'on là on assiste à un glissement sémantique très intéressant. Hein. Jusqu'à très récemment, en fait, il n'y avait pas de stratégie globale du libre accès ou de la science ouverte en faveur de l'innovation et la croissance en France. Cette rhétorique, ces politiques incitatives existaient pour l'open data à partir de la fin des années 2000 et du début des années 2010. Hein. On a eu tout un discours, toute une rhétorique autour de l'open data en disant l'open data c'est merveilleux, ça va nous apporter l'innovation, ça va nous apporter la croissance, ça va nous apporter bien-être social, etc. Eh bien, là en fait il y a un glissement sémantique et donc désormais, on utilise également cette même rhétorique pour l'open access et la science ouverte. Et je pense que là aussi, c'est pour ça que j'insiste toujours sur la force de frappe de l'Union européenne. Je pense que là, très clairement, ces discours à calquer sur les discours et les politiques européennes. Donc effectivement, c'est vraiment un glissement sémantique assez intéressant, dans la mesure où effectivement, jusqu'à récemment, les politiques en faveur de libre accès, en fait, étaient liées à d'autres préoccupations. Hein, étaient liées avant tout à l'accès et l'acquisition de ressources numériques, étaient liées à la valorisation de la production scientifique française, et donc avec des enjeux linguistiques forts, le fait aussi de valoriser la langue française comme support de diffusion de l'information scientifique et technique. Également de politiques liées à l'archivage de données numériques à long terme. Et enfin aussi, les politiques en libre accès visaient également à mesurer la performance de la recherche française et européenne. Donc, ces glissements sémantiques est assez récent et mérite d'être souligné et j'expliquerai pourquoi j'insiste tant sur ce volet-là. Effectivement, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que ça fait un peu le buzz en ce moment. Hein, le plan S, ce fameux plan S, qui date du début du mois de septembre et dont l'objectif, en fait, c'est d'accélérer la transition vers une édition scientifique ouverte. Là, pareil, il y a un certain nombre de préconisations, mais on ne sait pas encore concrètement ce qui va se faire sur le terrain, ce qui va être possible ou pas possible, quelles mesures vont être mises en place. Ce plan S a été lancé à l'initiative de Sciences Europe. Donc Sciences Europe, c'est une association des agences de financement nationales de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Cette initiative également, ce qu'on appelle la coalition S, un consortium d'une dizaine d'agences de financement nationales soutenu par le Conseil européen de la recherche. Donc, c'est un consortium constitué d'une dizaine d'agences. Donc, tout le monde n'a pas signé pour le moment ce consortium. Tout le monde ne soutient pas encore pour le moment cette politique. Donc, l'objectif, comme je disais, de ce plan S, c'est en fait effectivement de faire en sorte que tous les résultats de la recherche issus de fonds, issus de subventions publiques, soient diffusés librement
soit sur les plateformes de revues en libre accès, soit sur d'autres types de plateformes en libre accès. Donc l'objectif, c'est effectivement, c'est qu'à partir de 2000, les publications soient diffusées sous licence libre, donc avec une licence Creative Commons très permissive, qui permet à chacun non seulement d'accéder à la publication en question, mais également de la rediffuser, redistribuer, voire même le retravailler et redistribuer les versions modifiées. Donc c'est vraiment une licence Creative Commons très permissive. Autre fait intéressant, la standardisation et plafonnement de frais de publication. Ça c'est vraiment intéressant. Je pense que là la position adoptée c'est de dire les frais de publication c'est pas forcément le mal absolu, néanmoins il devient urgent de réguler les coûts liés à ces APC. Effectivement, sachant qu'effectivement que ces frais de publication, ces coûts peuvent être très élevés, surtout dans les revues hybrides. Donc, plus de 3 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros, voilà. Donc, il y a cette volonté de pas forcément dire les APC c'est le mal absolu, mais en tout cas cette volonté de dire attention, les APC oui, mais pas à n'importe quel prix. Il faut les réguler, il faut avoir des prix régulés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi il y a un rejet absolu du modèle Open Access hybride. Voilà, parce que c'est dans les revues hybrides que les APC sont les plus élevés. Dans les revues Open Access pur, même sur la plateforme Sciences Direct portée par Elsevier, en fait, les APC ne sont pas très chers, quasiment parfois de coût nul. Et donc c'est surtout dans ces revues traditionnelles qui ont adopté ce modèle hybride, que les APC sont extrêmement chers. Donc il y a cette volonté, en fait là on retrouve un peu aussi le discours qu'on a vu au début de Schmitz, il y a cette volonté de dire non, ça suffit, il faut en finir avec à la fois le modèle lecteur-payeur, mais aussi avec ce modèle d'open access hybride. Puis aussi, effectivement, la coalition va établir un état de lieu pour déterminer dans quelle mesure les plateformes de revues scientifiques sont conformes aux exigences qu'ils ont. Et s'ils estiment qu'ils ne sont pas conformes aux exigences de libre accès, ils vont inciter la création soit de nouvelles revues, soit la création de nouvelles plateformes de publication. Mais là, pareil, on ne sait pas encore quels critères vont être retenus et comment ça va être mis en place concrètement. Puis enfin aussi, mais je pense que ça va faire débat, les archives ouvertes sont également retenues comme quelque chose de très... Enfin, occupent toujours une place prédominante dans ce modèle-là, dans la mesure, effectivement, où non seulement les articles doivent être diffusés sur les plateformes de revues ou les plateformes de publication, mais elles doivent également être archivées sur les archives ouvertes, afin d'en assurer un archivage pérenne. Alors j'ai dit, ça va faire débat peut-être, parce que parmi les militants de la voie verte, ils refusent de voir les archives ouvertes uniquement comme un moyen d'archivage. Donc pour eux, l'archive ouverte ne peut pas être assimilée uniquement à une voie d'archivage long terme. Ça va au-delà. Donc je pense que ça va provoquer des débats dans la communauté des militants de l'open access. Donc vous voyez effectivement, donc à travers, on voit qu'il y a de politiques volontaires. Il y a de politiques volontaristes en faveur de la science ouverte, à la fois au niveau européen et au niveau national. Donc, néanmoins, effectivement, comme je disais au début de la présentation, il convient de réfléchir sur, voilà, sur les limites également de ces politiques-là et sur les périmètres de la science ouverte. Parce que, comme je disais,
cette perception de science ouverte peut varier très fortement selon les acteurs et la communauté scientifique impliquée. Et c'est la raison pour laquelle je mobilise vraiment beaucoup cette expression aussi ouverte que possible, mais aussi fermée que nécessaire. Et on va aborder cette question-là plus particulièrement. On va s'interroger, on va voir un peu plus près les limites à travers les problématiques et les questionnements liés à la brevetabilité des résultats de recherche financés sur fonds publics. Alors les tensions effectivement sont vives, sont toujours vives dans le domaine de la science et dans le domaine de l'IST, parce qu'effectivement l'IST, la science, c'est à la fois un bien commun et également en même temps un bien économique rival. Donc effectivement la connaissance a toujours été au centre du développement des sociétés humaines. Pour évoluer, pour faire progresser la science, est bien obligé de s'appuyer sur les connaissances produites par nos prédécesseurs et nos contemporains. Donc il est important que les connaissances produites doivent être ouvertes, accessibles, partageables et reproductibles. Dans cette optique-là, il est vraiment important qu'on puisse promouvoir un accès et un partage sans limite de la connaissance. Mais au-delà de cette dimension idéologique forte en faveur du bien commun, en même temps, l'IST est aussi effectivement la nouvelle matière première de l'économie. Donc effectivement, depuis un certain nombre d'années maintenant, l'Union européenne met en place des politiques en faveur de l'économie de la connaissance, plus précisément depuis l'an 2000 avec la stratégie de Lisbonne, qui est toujours d'actualité. Donc, l'objectif, c'est de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive au monde. Dans une économie de la connaissance, la science et l'information scientifique et technique devient un enjeu central. L'information scientifique et technique doit pouvoir circuler le plus rapidement et efficacement possible. Et bien évidemment, c'est dans cette optique-là que les mots de communication scientifique sont devenus un enjeu central. Et effectivement, depuis un certain nombre d'années maintenant, plus particulièrement depuis, en tout cas au niveau européen, depuis le 7e programme cadre de recherche, effectivement, le libre accès et la science ouverte sont perçus comme des vecteurs de créativité, de l'innovation et un moteur de croissance. C'est vraiment, comme je disais, dans la mesure où on est dans un contexte de croissance molle, il faut inventer de nouveaux paradigmes pour montrer qu'on investit dans la politique économique et pour faire évoluer la société et la connaissance. Et l'économie, pardon. Donc effectivement, le fait que l'open access et la science ouverte soient des vecteurs de créativité et d'innovation, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très fréquemment depuis un certain nombre d'années dans le texte européen. J'ai pris quelques exemples, uniquement dans cette recommandation d'avril 2018. Les données de la recherche sont perçues comme un catalyseur de croissance économique et d'innovation. Le libre accès permet de favoriser la croissance économique et l'innovation. Et effectivement, la recherche ouverte constitue un moteur d'innovation plus rapide et plus large. Et de même qu'en France, on l'a vu très récemment, la science ouverte est désormais assimilée à l'idée d'innovation et de progrès économique et social. Et c'est là qu'en fait on voit qu'il y a des idéologies contradictoires, voire même des logiques complètement opposées, parce qu'effectivement, et c'est d'ailleurs pas le seul fait, c'est pas uniquement le cas pour les sciences ouvertes, dans tout le mouvement, on va dire open en fait, il y a cette opposition entre le bien commun et bien économique. Donc effectivement,
si on considère la science comme un bien commun, eh bien, les connaissances produites, comme on l'a dit, doivent être accessibles gratuitement, doivent pouvoir être diffusées rapidement, doivent pouvoir être dupliquées et reproductibles, et doivent également pouvoir être retravaillées. Et en même temps, on a d'autres discours d'une autre dimension qui nous disent la science utile, c'est surtout la science au service de l'innovation. Hein. On le voit à travers de multiples prises de position à la fois des pouvoirs publics et par exemple quand vous regardez le compte Twitter de Mme Frédérique Vidal, souvent, voilà, vous pouvez trouver des références, des prises de position sur ce sujet-là. Hein. La science les résultats de la recherche doivent être mis en service de l'innovation, à travers à la fois, entre autres, de partenariats publics-privés. Hein. Pourquoi je parle de partenariats publics-privés? Non pas parce que je suis absolument contre les partenariats publics-privés, mais en même temps, les partenariats publics-privés, ça, je pense que ça doit nous interroger en tant que ça doit nous faire réfléchir dans la mesure où effectivement toutes les parties prenantes, notamment les chercheurs et les partenaires industriels par exemple, n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Hein, si en tant que chercheur vous avez intérêt à partager les résultats de vos recherches, peut-être que si vous travaillez avec des partenaires industriels, peut-être que ces partenaires vont dire « Ah ben non, nous, on n'est pas d'accord pour une diffusion de vos résultats de la recherche. Hein, on veut la valoriser autrement. On veut déposer des brevets. On veut commercialiser vos données. » Donc effectivement, et c'est là que vous allez peut-être... c'est là que je vais plus tard aussi insister sur ces injonctions paradoxales. Hein. Donc, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit diffuser librement nos résultats de la recherche comme le préconisent les politiques publiques, et en même temps, ces mêmes politiques publiques vont dire attention, on va la voir plus après, il faut partager librement vos données, mais pas toujours, hein, seulement dans certains cas. Et à travers ces problématiques-là, on voit qu'il y a aussi des stratégies d'appropriation des résultats de recherche et du bien commun, à travers entre autres donc, des stratégies en matière de propriété intellectuelle et le brevet plus particulièrement, donc, voilà, sur lesquels on va se focaliser dans le cadre de cette intervention-là. Donc voilà, des logiques très opposées, hein, ce qui fait aussi que l'actualité est souvent vive et tendue hein, selon les communautés et les acteurs impliqués. D'ailleurs, effectivement, je me permets d'insister sur ça parce qu'effectivement, on parle toujours d'innovation, mais quand on parle d'innovation, de quoi parle-t-il en fait dans le texte européen? On parle de ce qu'on appelle l'innovation verte. Hein. L'innovation verte est aujourd'hui considérée comme le nouveau paradigme pour accélérer l'innovation et la croissance. L'innovation verte, l'open innovation, s'oppose au modèle d'innovation traditionnel dit fermé, donc des activités de recherche et d'innovation menées uniquement à l'intérieur de l'entreprise. Et effectivement, Chesbrough, qui a théorisé cette notion qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'innovation verte, précise effectivement que dans le cadre de l'innovation verte, les firmes peuvent et doivent utiliser des idées externes aussi bien que des idées internes, des chemins internes et externes vers le marché. Hein. Donc, autrement dit, en fait, dans le cadre de l'innovation verte, l'objectif pour les entreprises et pour tout organisme, c'est en fait d'intégrer les fruits de la science ouverte dans le processus d'innovation. Hein. Et c'est aussi la raison pour laquelle on revient toujours sur ça. Cette information scientifique et technique doit pouvoir circuler le plus rapidement possible. Et c'est vraiment un enjeu économique fort dans cette optique-là pour
tout organisme engagé dans un processus d'innovation. Néanmoins, effectivement, il ne faut pas assimiler l'innovation ouverte, ou autrement dit l'open innovation, au modèle du libre. Hein. C'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que ces entreprises vont ou les acteurs impliqués dans ce processus vont s'appuyer sur le fruit de la science ouverte qu'ils vont pour autant rendre disponibles et partager les résultats de leur propre recherche. Hein. Donc, open innovation peut nous renvoyer vers cette notion d'open, mais c'est pas si open que ça. Hein. Les fruits de ce processus d'innovation ne sont pas partagés et ne sont pas mis à disposition. Hein. Open, en fait, a ici une autre signification. C'est surtout qu'en fait, que les activités innovantes ne sont pas le fait d'une seule entité, mais recouvrent un large éventail d'acteurs hétérogènes. Donc en fait, par innovation verte, ça veut dire en fait que, voilà, qu'au lieu de travailler seul, il y a plusieurs partenaires qui vont s'associer, qui vont collaborer pour mettre au point ensemble de procédés d'innovation. Et en même temps, on voit, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vraiment les études en économie qui le démontrent, que ces connaissances coproduites, échangées et partagées avec les organisations partenaires font l'objet de stratégies de protection croissantes des parties prenantes. Hein, donc, il y a des stratégies d'appropriation croissante de la part de ces acteurs-là. Alors que, donc, on est très loin de l'innovation ouverte, vraiment ouverte. Donc, comme je le disais, donc, il ne faut pas assimiler, parce qu'effectivement, ça peut nous renvoyer vers cet imaginaire-là, vers ce fantasme. Effectivement, l'open innovation ne peut pas être assimilé au mouvement des libres, hein, qui se caractérise par 4 libertés. Hein, la liberté d'utiliser et d'exécuter le logiciel, l'innovation, l'œuvre et ce pour tous les usages, la liberté de les étudier, la liberté de le redistribuer, et enfin la liberté d'apporter des modifications et de redistribuer ces dernières. Donc on est très loin de ça, de la cadre de l'innovation verte. Donc effectivement, comme je disais au début de ma présentation, cette formulation aussi ouverte que possible, mais aussi fermée est nécessaire. Je l'ai trouvée dans la recommandation d'avril de la Commission européenne. Donc on peut lire en gros, on peut lire en résumé, pardon, qu'effectivement que les données de la recherche, par exemple, doivent être accessibles à tout le monde, hein, sauf, hein, c'est là que vient le mais, sauf si cela se révèle impossible ou incompatible avec la poursuite de l'exploitation des résultats de la recherche. Hein, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, dont notamment le secret industriel, les intérêts commerciaux légitimes, alors je ne sais pas ce que ça veut dire légitime, là, ça mérite aussi réflexion, et les droits de propriété intellectuelle détenus par les tiers. Hein. Et non seulement, et en plus de ça, il y aura la mise en place d'un système de suivi, hein, de ces exigences et des actions de suivi pour remédier au cas de non-respect. Donc, le temps à donné, ça rigole pas. Hein. Autrement dit, il va vraiment y avoir des mécanismes mis en place pour des mécanismes de surveillance en quelque sorte pour vérifier que il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, effectivement, dans le cadre de plans de gestion de données de la recherche, par exemple, effectivement, si le chercheur a précisé qu'un certain nombre de jeux de données ne seraient pas publiés tout de suite pour leur laisser la possibilité de breveter. Voilà, c'est des choses qui vont pouvoir être surveillées. Hein. Donc voilà, je pense que c'est important à mettre l'accent là-dessus. Donc voilà, liberté d'accès, liberté d'accès, liberté de réutiliser, liberté de reproduire, hein, sauf dans certains cas. Hein, dans le secret industriel
les intérêts commerciaux légitimes et les droits de propriété intellectuelle détenus par les tiers. Donc effectivement, et c'est là qu'on voit qu'effectivement que le brevet est un vecteur de tension pour la libre circulation de l'IST ainsi que sa réutilisation. Alors, le brevet est depuis longtemps un objet assez controversé, hein, j'invente rien, hein, il y a beaucoup d'économistes, de juristes aussi qui ont travaillé sur le brevet. C'est depuis longtemps un objet assez controversé dans la communauté scientifique. Mais j'étais toujours étonné de voir que jusqu'à récemment, personne n'en parlait dans le cadre du mouvement de l'open access. Hein. En fait, dans le discours qu'il y avait autour de l'open access, souvent se focalisait sur la question de coûts liés aux abonnements, hein, les abonnements qu'on doit payer pour accéder aux revues, au contenu des articles, ou encore, ce qui est dénoncé aussi maintenant, voilà, c'est les frais de publication. Mais jusqu'à récemment, voilà, en fait, cette problématique du brevet a été assez peu soulevée dans le domaine de l'open access et la science ouverte. Donc effectivement, le brevet constitue un dispositif juridique et réglementaire permettant l'appropriation exclusive d'innovations technologiques et de nouvelles connaissances produites. Hein. Le brevet confère à l'inventeur ou le détenteur du brevet un monopole d'exploitation, autrement dit un droit d'exclusivité sur l'innovation concernée. Hein. Donc, droit d'exclusivité, monopole d'exclusion, donc autrement dit impossibilité pour des tiers de reproduire, de retravailler les innovations en question. Hein. Le brevet peut être considéré malgré tout comme un vecteur de diffusion technologique dans la mesure où dès lors qu'on dépose le brevet, le procédé d'innovation devient librement accessible. Donc vous pouvez, tout le monde peut consulter ce procédé d'innovation, mais néanmoins, vous n'êtes pas autorisé par la loi, en tout cas durant une durée limitée, de 5 ans, si je me souviens bien, de réexploiter ce procédé d'innovation en question. Hein. Vous ne pouvez pas le reproduire, vous ne pouvez pas la exploiter, vous ne pouvez pas le retravailler, le modifier en fonction de vos besoins. Et effectivement, et là je reprends la définition le propos de Verspagen qui, je trouve, résume assez bien le paradoxe du brevet. Il dit, je le cite, hein, donc d'une part, le brevet vise à stimuler le développement de nouvelles connaissances en raison de la reconnaissance du fait que la connaissance constitue une source primaire de l'augmentation de la prospérité et de la croissance économique, mais tout en prenant en compte le fait qu'un système de libre entreprise sans droit de propriété intellectuelle peut générer trop peu d'incitation pour le développement de ces nouvelles connaissances. Et ce monopole légal, mais d'autre part, le monopole légal que constitue le brevet est en substance une restriction à la liberté de circulation, libre circulation des connaissances. Lorsque les connaissances ne peuvent être transmises librement aux utilisateurs, elles deviennent comme n'importe quel autre bien économique rival. Hein. Donc je pense que cette citation de Verspagen résume assez bien le paradoxe que constitue en fait le brevet dans l'économie de la connaissance et les problématiques qu'elle soulève en fait pour les pratiques de sciences ouvertes. Alors effectivement, Julien Penin, qui est un économiste, a travaillé sur le frein lié à la diffusion de l'information scientifique en lien avec les brevets. Donc effectivement, vers la fin des années 2010, il a réalisé une enquête auprès de 280 inventeurs académiques afin d'examiner dans quelle mesure les brevets peuvent constituer un frein à la libre diffusion de l'information scientifique et technique. Et il a fait le constat suivant. Environ 80% des répondants reconnaissent un retard de publication attribuable directement au dépôt des brevets.
et dans la moitié des cas, ce retard est supérieur à une année. Donc, effectivement, le brevet, parce que j'insiste là-dessus parce que c'est souvent un argument qu'on m'oppose, le brevet n'empêche pas forcément la publication d'un article scientifique, mais si ça ne l'empêche pas, par contre, ça va beaucoup le retarder. Hein. Et puis aussi, son étude démontre également effectivement que certains, voilà, il précise, certains répondants reconnaissent également un contrôle continu de la publication de la part d'un partenaire industriel. Hein. Et enfin, parfois la publication n'est même pas autorisée du tout. Hein, c'est ce que je disais auparavant. Effectivement, c'est vraiment de problématiques fortes, je pense, dans le cadre des partenariats publics-privés. Hein. Donc, en tant que chercheur, vous pouvez avoir envie de partager les résultats de vos recherches, mais en même temps, peut-être que vous n'allez pas être autorisé, tout simplement. Et en plus, le fait que ce soit pas autorisé, c'est même pas grave, parce que selon les textes européens, c'est tout à fait, c'est normal. Hein, c'est tout à fait prévu par la disposition de la loi. Donc ça pose pas de problème en soi, malheureusement. En plus, effectivement, l'ensemble du protocole de recherche peut également constituer une innovation sous-jacente. Et là, pareil, les partenaires industriels peuvent vouloir garder l'exclusivité, et ce qui fait soit effectivement que la publication de ce protocole de recherche va être retardée, soit non autorisée. Alors, je ne suis pas un spécialiste des brevets, mais effectivement, il me semble que les tensions liées au brevet arrivent à leur paroxysme dans certains domaines de la recherche et dans la science biomédicale, avec entre autres les problématiques et les questions liées à la brevetabilité du vivant. Ça, c'est une parenthèse. Alors, est-ce que, effectivement, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que pour autant, le brevet, est-ce que c'est toujours un frein à la diffusion de l'information scientifique et technique? Et j'ai là trouvé quelques, alors pas beaucoup, mais quelques écrits intéressants, toujours de Julien Penin d'ailleurs, qui a parlé et qui présente les brevets ouverts, ou aussi en anglais le patent left. Donc en fait, autrement dit, on va appliquer un régime de copyleft qui existe dans le domaine logiciel libre au brevet. Je cite Julien Penin, sur le plan pratique, les détenteurs du brevet accordent ainsi des licences d'exploitation gratuites ou à tarif modique à tous ceux qui s'engagent, en acceptant le contrat de licence, à faire de même concernant les modifications ou améliorations qu'ils apporteront éventuellement à la technologie licenciée. J'ai trouvé cette notion de brevet ouvert et de patent left vraiment intéressant. Je ne suis pas sûr, et là je suis vraiment à l'écoute. Enfin, si vous avez des retours sur cette question-là, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'écrits ou des références sur le brevet ouvert, ce qui me laisse croire qu'en fait c'est vraiment pas vraiment une pratique courante, que c'est pas bien instauré dans la pratique. Donc ça peut apporter une solution, mais en même temps là c'est pareil, effectivement c'est même problématique. Effectivement, les organismes financeurs ou les partenaires industriels vont pas forcément autoriser les chercheurs à appliquer un régime de copyleft sur un brevet, parce qu'effectivement, par conséquent, ils ont perdre l'exclusivité. Hein, et le but, c'est de garder l'exclusivité. Donc je m'intéresse vraiment, enfin, c'est pour ça que je précisais, si jamais vous avez plus d'informations sur ce sujet-là, ou si vous êtes intéressé à travailler sur ces questions-là, n'hésitez pas à me faire signe. Parce que je serais vraiment intéressé d'avoir un retour sur les pratiques actuelles. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que cette pratique de patent left existe actuellement en France? Dans quelle mesure
les organismes de recherche autorisent également cette pratique parce qu'en fait, ils ont le même produit, ils ont la même problématique que le partenariat industriel, c'est-à-dire que un brevet pour un organisme de recherche peut signifier, peut s'accompagner de sources de financement, hein, ce qui est particulièrement appréciable dans la mesure où on a des baisses de dotation de l'État. Donc je ne sais pas dans quelle mesure en fait cette pratique de patent left existe actuellement. Donc si vous avez des retours, n'hésitez pas à me faire signe. J'essaierai ravi de travailler avec vous sur ces questions-là. Voilà. Et voilà. Et enfin, non, pas encore enfin. Effectivement, et ça c'est un peu pour conclure. Donc effectivement, ces enjeux forts qu'on a vus, cette tension entre cette tension liée au mouvement du bien commun et du mouvement, enfin, de l'économie de la connaissance, ces logiques opposées, en fait, eh bien, constituent en fait des stratégies de communication paradoxales. Hein. Et c'est la raison pour laquelle je parle d'injonction paradoxale. Alors, on entend beaucoup parler en ce moment d'injonction paradoxale, c'est très bien. Il y a aussi des personnes qui vont dire qu'attention, les injonctions paradoxales, ça n'existait pas, parce qu'on parle d'objets de finalité très différentes. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je partage pas du tout leur avis. Je pense qu'on est vraiment dans un contexte d'injonction paradoxale. Et parce qu'effectivement, d'un côté, il y a des préconisations politiques et des institutions de recherche, et ces préconisations disent chercheurs, il faut libérer vos données, vos publications. Si tu n'ouvres pas tes recherches, tu es puni, hein, parce qu'en plus, on l'a vu, comme le disait Smith, il va y avoir la mise en place de sanctions financières. Et en même temps, on vous dit aux chercheurs, oui, il faut ouvrir tes recherches, il faut libérer tes publications, il faut libérer tes données, hein, mais pas trop non plus. Hein. Dans certains cas, c'est pas grave si vous ne le faites pas. Hein. Ne pas oublier et communiquer tes recherches, c'est pas grave. Et donc effectivement, là, on se trouve bien dans notre stratégie de communication paradoxale et par conséquent aussi, pour les chercheurs, c'est pas forcément évident à se retrouver dans cette complexité. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chercheur? Je pense qu'effectivement, on se trouve un peu dans une situation de blocage. Hein. En même temps, on peut avoir envie de partager les résultats de la recherche. En même temps, on va nous empêcher de le faire. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est tout à fait justifié de parler d'injonction paradoxale. Même s'il y a des personnes qui vont vous dire et qui vont vous regarder droit dans les yeux, non, il n'y a pas d'injonction paradoxale. Vous pouvez tout à fait avoir une pratique de sciences ouvertes et déposer des brevets en même temps. Ce n'est pas du tout contradictoire. Eh bien, pour moi, si, il y a une injonction paradoxale et pour moi, c'est tout à fait paradoxal et contradictoire. Effectivement, ça nous amène aussi, et je vous rassure, j'ai quasiment terminé parce que ça fait 5 minutes que je parle. Ça nous amène aussi, effectivement, comme je disais, à réfléchir en fait sur les notions et les périmètres de sciences ouvertes. Hein. Donc, effectivement, dans le cadre des politiques publiques, on peut dire que la notion de sciences ouvertes est réduite à sa définition la plus simple, à savoir, comme on l'a vu au début, un libre accès aux publications et aux données scientifiques. Hein. La communication scientifique est centrée sur l'article scientifique principalement, et si l'accès immédiat est privilégié, une période d'embargo est néanmoins possible également. Hein, donc déjà, on s'éloigne déjà un petit peu de la science ouverte. Et puis aussi au niveau de la donnée, la recherche c'est pareil, on l'a vu, il faut libérer vos données doivent être mises à disposition, doivent pouvoir être reproductibles, ils doivent pouvoir être utilisés, mais en même temps, oui, voilà, en réalité, ça dépend. Hein. Ça dépend des contextes, ça dépend de finalités
de vos activités de recherche et des partenaires qui sont impliqués dans vos projets de recherche. Puis, effectivement, si en même temps, on peut essayer de proposer une définition un peu plus large, une définition élargie de la science ouverte. Alors, il y a beaucoup de chercheurs, de professionnels qui ont déjà proposé des définitions similaires, hein, j'invente rien. Mais si on peut essayer de retenir un certain nombre de critères, donc effectivement, le protocole de recherche scientifique ouvert, transparent, reproductible et réexploitable, la mise à disposition et partage des observations, données et informations produites lors de chacune des étapes du processus scientifique, hein, une communication scientifique, et ça c'est quelque chose qui me tient plus particulièrement à cœur, la communication scientifique qui s'affranchit des modes de publication scientifique traditionnels, donc qui se focalisent pas uniquement sur les articles scientifiques et les brevets, mais qui valorisent également par exemple les carnets de recherche, le blog scientifique, etc. Hein. Ça c'est vraiment, je pense, c'est un volet, c'est même pour moi un des volets les plus importants de la science ouverte, je trouve. Parce que effectivement, pour mettre en œuvre les deux préconisations précédentes, je pense qu'on a, ça peut se faire à mon avis qu'à travers un carnet de recherche ou un blog scientifique. Effectivement, dans la science ouverte aussi, l'objectif c'est de promouvoir les recherches inter- et transdisciplinaires. Donc ça se traduit par une vraie ouverture d'esprit, parce qu'il y a déjà des injonctions en faveur de recherche interdisciplinaire. Hein. Mais les études montrent que dans le cadre de ces recherches interdisciplinaires, en fait, il n'y a pas de réel travail interdisciplinaire. Chacun travaille de son côté sur un objet interdisciplinaire. Donc, dans le cadre de la science ouverte, en fait, c'est un état d'esprit, un état d'esprit d'ouverture qui devrait nous pousser davantage vers les recherches inter- et transdisciplinaires. Et également impliquer davantage les citoyens dans le projet de la recherche. Effectivement, c'est une vraie question. On nous dit effectivement qu'il faut mettre à disposition les résultats de nos recherches, parce que c'est un enjeu fort, mais en même temps, qui se sert concrètement de ces résultats de recherche? C'est uniquement une minorité, et c'est vrai que la plupart de la société civile n'y accède pas et n'est pas impliquée dans le projet de recherche. Donc, effectivement, la science ouverte traduit également cette idée de démarche plus citoyenne de la science. Et enfin, pour finir, ça c'est une parenthèse, effectivement, au-delà de ces questions-là, il y a d'autres injonctions paradoxales davantage liées, je trouve, aux politiques d'évaluation de la recherche. Hein. Par exemple, on est en train de préparer les bilans pour la campagne d'évaluation de l'HES. Eh bien, ce qui nous est demandé, en fait, c'est la production scientifique, donc les articles, les chapitres d'ouvrages, éventuellement au brevet, mais les dépôts de données de la recherche sont complètement, les données de la recherche sont complètement absentes des critères d'évaluation. Pareil, et ça c'est le cas pour les sciences humaines et sociales plus particulièrement, hein, on a ce qu'on appelle les revues qualifiantes, hein, mais dans quelle mesure ces revues qualifiantes promeuvent-elles réellement le libre accès et la pratique des sciences ouvertes, hein. Ça c'est une question qui me semble vraiment très importante. Hein. Également, comme je disais tout à l'heure, effectivement, l'évaluation est centrée sur les publications scientifiques traditionnelles et les brevets. Hein. Et ça m'interpelle à titre personnel parce que, effectivement, comme je disais au début de mon intervention, j'anime moi-même 2 sites. Hein. Donc, effectivement, ces sites peuvent apporter par exemple, une certaine reconnaissance auprès des pairs, peuvent faciliter la communication aussi entre les pairs, mais en même temps, cet investissement-là n'est pas du tout évolué et pris en compte dans l'évaluation. Donc, c'est vraiment une problématique qui me semble importante. Effectivement, pareil, effectivement,
quels critères retenir pour les recherches interdisciplinaires. Hein. Les recherches interdisciplinaires sont plus complexes à mener à bien, prennent plus de temps, donc et quels critères il faut retenir pour qualifier et aussi favoriser ces recherches interdisciplinaires. Effectivement, aussi, récemment, on parle d'évaluation plus qualitative de la recherche. Hein. Donc, effectivement, avant, c'était une évaluation très quantitative, donc le nombre de publications qu'on faisait. Aujourd'hui, on est dit qu'il y a une évaluation plus qualitative. En même temps, ces critères qualitatifs ne sont pas vraiment explicités. Hein. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Et enfin, ça, je ne l'ai pas indiqué, effectivement, aussi. Ça, je l'ai trouvé à plusieurs reprises. Effectivement, on parle beaucoup, et ça, c'est en lien avec l'intégrité scientifique, on parle beaucoup de des enjeux de reproductibilité de la recherche. Et en fait, on dit la recherche doit être reproductible, mais en même temps, dans la carrière d'un chercheur, et là, je pense que c'est plus particulièrement le cas pour le chercheur en STM, en même temps, vérifier le résultat de la recherche, reproduire les résultats de recherche pour examiner s'ils sont bien corrects, eh bien, c'est pas forcément une activité très valorisante pour les chercheurs en question. Il y a beaucoup de chercheurs, quand on lit sur le forum ou sur le blog des chercheurs, beaucoup de chercheurs en STM qui disent voilà, vérifier vérifier l'exactitude des résultats de la recherche, c'est pas sexy du tout et c'est pas du tout valorisé dans la carrière d'un chercheur. Donc là aussi, il y a un enjeu fort, je pense, pour prendre en compte ce volet-là dans la politique d'évaluation de la recherche. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et bien évidemment, je suis à votre disposition pour échanger avec vous si vous avez des questions. Alors, merci pour cet exposé. Hein. Tu as parfaitement bien situé entre les mouvements finalement, comme tu as civilisé, libertaire et ultralibéral. Et du coup, comment est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça, par rapport à finalement ces injonctions effectivement paradoxales de part et d'autre. Est-ce que vous avez des questions? Juste, je ne comprends pas le principe d'un brevet ouvert. En fait, le principe du brevet ouvert, en fait, c'est que les inventeurs vont déposer un brevet de manière traditionnelle, mais qu'une fois ce brevet déposé, en fait, on applique une licence libre à ce brevet-là, en fait. En fait, dans le cas du brevet, normalement, c'est seulement le détenteur, c'est le monopole, c'est le détenteur a une propriété exclusive sur le brevet, alors qu'avec, à partir du moment où on applique un régime de patent left, assimilable au copyleft, en fait, tout le monde peut réutiliser et s'appuyer sur le brevet en question. Oui, cette partie, j'avais compris, mais justement, oui. Du coup, quel est l'intérêt? Un brevet, s'il est ouvert. Alors l'intérêt, effectivement, c'est une bonne question. Effectivement, j'ai trouvé effectivement, je crois que Julien Penet insiste là-dessus dans un de ses articles. En fait, paradoxalement, là aussi, effectivement, le brevet permet aussi parfois paradoxalement de protéger certaines connaissances. C'est-à-dire que c'est pas. Alors là, je vous ai montré un volet un peu négatif, mais parfois aussi c'est une manière, en fait, d'éviter que quelqu'un s'approprie l'innovation en question. Donc, j'ai mis en place un procédé d'innovation, un produit innovant, processus innovant, et pour éviter que quelqu'un va s'approprier cette invention-là, je vais en faire un brevet pour la protéger, mais en même temps, je vais appliquer un régime de copyleft pour que tout le monde puisse
l'utiliser et s'approprier, enfin l'utiliser et exploiter librement. Oui, mais tu dis qu'on peut le modifier dans le... Oui. C'est le principe, donc du coup, la personne qui veut se l'approprier... Enfin, non, parce qu'en fait, c'est le copyleft, ça c'est lié à la notion de copyleft, en fait. Dans le cas de logiciel libre, par exemple, avec la licence GNU GPL, quand vous apportez des modifications à un logiciel, vous pouvez redistribuer les modifications en question à condition de partager vos modifications sous les mêmes conditions même conditions de partage que le produit initial. Donc c'est ça en fait. Mais comme je disais, c'est vraiment un sujet intéressant parce que j'ai trouvé assez peu, malheureusement, donc il y a Julien Penin qui a écrit sur ces questions-là, mais malheureusement il y a très peu de références sur ce sujet-là et c'est la raison pour laquelle ça m'a aussi interpellé. Parce que là c'est pareil, voilà, je pense que je pense qu'aussi il y a des enjeux et des tensions fortes autour de cette question-là. Et comme je disais aussi, effectivement, même si l'appareil, effectivement, si en tant que chercheur, je dépose un brevet auquel j'applique un régime de copyleft, je ne suis pas certain que mon organisme de recherche verra ça d'un très bon œil parce que ce brevet est susceptible d'être source de financement. Donc, c'est pour ça que je disais, pour le moment, j'ai trouvé malheureusement assez peu de références sur le sujet et je trouve ça vraiment un sujet passionnant. Voilà. Et je pense effectivement qu'il existe assez peu de choses là-dessus parce que dans le cadre de stratégies de partenariat public-privé, je pense que peu d'acteurs ont vraiment intérêt à appliquer un régime de copyleft sur le brevet. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ça marche pas. Voilà. Mais théoriquement, c'est possible. Théoriquement, voilà, c'est possible. D'autres questions ? Moi, je travaille dans un laboratoire de... En tout cas, je vous entends bien. Ah oui, c'est pour la vidéo peut-être. Dans un laboratoire de recherche, et je me demande un chercheur qui va devoir, un chercheur co-auteur de publication, qui va être confronté à des conflits ou des points de vue différents entre co-auteurs pour déposer des données ou quelque chose. Comment est-ce qu'il va pouvoir faire entre son institution et les recommandations de réglementation européenne qui vont l'obliger finalement à faire ça, sinon il n'y aura pas d'argent, pas de, de subvention, je ne sais pas, enfin, quelle sera la carotte, et puis d'un autre côté, le fait que l'on ne peut pas partager des données, des résultats, oui. Alors, malheureusement, j'ai pas de réponse concrète à vous apporter, mais effectivement, ce que je peux, effectivement, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, que ce soit pour les données ou les publications, l'enjeu de co-signature des articles devient de plus en plus important. Et d'ailleurs, par exemple, sur les sites de l'INSERM, par exemple, on peut voir que la très très grande majorité de contentieux qu'ils rencontrent, c'est effectivement de conflits entre auteurs au niveau de la co-signature. Donc, c'est vraiment, vous avez raison, c'est vraiment source de tension très très forte. Après, j'ai pas de réponse concrète à vous apporter là-dessus, mais c'est vraiment l'enjeu fort. Vous avez tout à fait raison. Oui. Que ce soit pour les publications ou les données, hein, je pense que c'est exactement la même chose. Ouais, moi je voulais juste, tu t'as parlé en gros des acteurs politiques, des avocats de l'open access. Après il y a la partie aussi lobbying. Oui. Et du côté du plan S, effectivement les choses sont pas du tout claires. Mais comment tu interprètes en fait l'indication qui est donnée au travers des principes? Que tu as mentionné en fait, le fait qu'il parlait de Green Open Access, c'est à dire de la pyramide d'archivage qu'offraient les archivés. Simplement, c'est le seul moment où en fait elles sont
fonctionner. Et le premier principe... Ben, le premier principe, c'est la voie, enfin, comment dire, ce qui est privilégié, c'est la voie dorée, en fait. Donc, et dans ces cas-là, les archives ouvertes sont un peu reléguées au second plan. Enfin, moi, je pense qu'ils ont toujours une place importante, mais je pense que ça, ça peut être interprété de telle manière, je pense. Parce que normalement, dans la définition de l'open access, en fait, il n'y a pas de hiérarchie entre deux voies. Il y a la voie dorée, la voie verte, mais les deux voies ont le même poids, en quelque sorte. Alors que là, en fait, dans le cas du plan S, en fait, en tout cas, je pense qu'on peut l'interpréter en tant que tel, c'est vraiment la voie dorée qui est privilégiée et les archives ouvertes, la voie verte sont un peu reléguées au second plan. Pas complètement inutiles, bien évidemment, parce que c'est innovant, mais un peu relégué au second plan. Mais je pense que ça l'est aussi, mais ça je ne l'ai pas dit effectivement avant, mais par exemple, dans l'interview de Smith, par exemple, il dit très clairement en fait que il dit en fait le plus important c'est pas où on publie, mais ce qu'on publie. Je pense que cette volonté-là, en fait, elle est transposée dans le plan S, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura très certainement, je pense, de mise en place d'une plateforme de publication, pas une plateforme de revue. En fait, les plateformes de revue sont un peu, je pense, considérées pareil comme dépassées, et on va juste mettre en place une plateforme de publication avec un système d'évaluation par la paire, associé au dépôt des articles légalement, et c'est tout en fait. Les revues, je pense que selon cette vision-là, les revues sont un peu dépassées et suffit d'avoir une plateforme de publication. Voilà. Une plateforme qui, jusqu'ici, on entend parler de Elsevier comme chargé du monitoring de la plateforme. Tout à fait. Une question sur le lobbying. Ah oui, tout à fait, bien sûr, oui, tout à fait. Mais oui, mais de toute façon, oui, ils ont fait très fort. Mais on voit de toute façon que Elsevier investit dans tout le domaine, de la communication scientifique. Donc là, il se positionne. Alors là, c'est pareil, la Commission a toujours un peu, et l'Union européenne a toujours un peu une position un peu ambiguë. En même temps, il s'agit on peut avoir l'impression que la volonté, c'est de casser le modèle traditionnel, un peu d'inciter les éditeurs à publier la science autrement. En même temps, il continue à promouvoir en quelque sorte ces mêmes acteurs. Donc là aussi, on a des injonctions paradoxales. Après, il y a aussi, je pense, il y a Elsevier, elle a aussi la force de frappe nécessaire pour mener à bien tel projet. Il y a ça aussi. Force de frappe que n'ont pas les sociétés économiques. Tout à fait. Compte tenu de l'urgence du progrès. Tout à fait. Tout à fait. Exactement ça. Comment faire basculer son modèle économique pour une société qui n'a pas beaucoup de trésorerie, ça sera plus compliqué. Tout à fait. Et cette idée de mise en place de plateformes de publication, elle date pas du plan S par contre, elle existait déjà d'avant. Donc ça va juste accélérer le processus en fait. Ouais, tout à fait. Non, tu as raison. Donc là, pareil, effectivement, la Commission a toujours une position un peu ambiguë vis-à-vis. Mais qui est en même temps un peu lié quand même. J'ai l'impression qu'il y a quand même un clivage en Europe. Lors des journées en fait, sciences ouvertes au mois de janvier, on a bien vu que autant en fait, les Néerlandais nous parlaient tout le temps du faire open access. Oui. Tout à fait. La question c'était vraiment en fait blue to gold et négocier un prix qui soit fait. Tout à fait. On voit à quel point c'est complètement subjectif parce que d'un pays à l'autre, après le collègue espagnol a pris le micro, on dit tout à fait. Nous 1500 € de faire open access, pour nous c'est impossible. Et donc en fait on a l'impression quand même que en Europe, en fait, il y a un leadership qui est mené par certains pays Tout à fait. et qui impose leur vision de l'open access et qui est notamment lié aussi à des intérêts nationaux. Tout à fait. Elsevier en Allemagne, aux Pays-Bas, Springer en Allemagne. Tout à fait. Donc ces questions sont... Oui, tout à fait. C'est effectivement, si c'est les questions qui vous intéressent,
Ghislain Chartrand a analysé ça de manière très finement. Hein. Donc effectivement, les pays de l'Europe du Nord sont très engagés dans la vague gold et dans cette libre accès immédiat, alors que les pays du Sud, l'Europe du Sud, il y a cet avantage, la vague verte qui est privilégiée. Hein. Aussi parce qu'on ne met pas forcément le même financier derrière. Hein. Donc, après, en France, on sait, voilà, entre les deux, voilà. Mais effectivement, ça, voilà, c'est le terme que ça, par contre, je pense que le terme à retenir, effectivement, c'est le terme que j'ai cherché, mais que j'ai pas réussi à trouver. Le terme de faire APC, effectivement, c'est une notion développée aux Pays-Bas principalement. Donc, effectivement, autour de l'idée, voilà, oui, on n'est pas con, enfin, oui, pour l'open access intégral et avec des frais de publication, mais pas à n'importe quel prix non plus. Il faut des prix régulés ou standardisés. Ouais. Après, je m'opérais, j'aurais tendance plutôt à dire que oui, on est pour. Oui, tout à fait. Oui, on est pour, mais jusqu'à un certain point. Après, les difficultés étant toujours de quel est le juste prix. Hein, c'est tout. Quel est le juste prix d'un article